La chirurgie robotique est-elle mieux pour diminuer le risque de complications? Alors, comment on cote les complications post-opératoires? Eh bien, une classification qui a été décrite par Clavien, qui a été modifiée récemment par une équipe parisienne de la Pitié. Mais globalement, on retient sur cette classification de Clavien, qui est celle qui a permis l'analyse que je vais montrer juste après de Tewari sur les complications des différentes voies d'abord. Eh bien, on note 5 stades. Le grade 1, qui est une complication mineure, qui ne nécessite pas de traitement. C'est peut-être un petit problème de paroi, une augmentation de la durée de séjour. Le grade 2, qui est la nécessité d'avoir un traitement médical, une transfusion, une alimentation parentérale. Le grade 3, qui nécessite une reprise chirurgicale. Le grade 4, c'est une complication qui menace la vie ou une perte de fonction définitive. Et le grade 5, c'est le décès. Lorsqu'on regarde la méta-analyse de Tewari, concernant les 3 approches de la prostatectomie radicale, par voie robotique, laparoscopique ou ouverte, on s'aperçoit que de façon globale, sur la gauche de l'écran, la chirurgie robotique a 6,6% de complications. Elle est bien loin devant la chirurgie laparoscopique, qui a 15,6%, et qui est intermédiaire par rapport à la chirurgie ouverte, où il y avait un taux de complication de 10,3%. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde les complications graves, les stades de 3-4 de Clavien, et on s'aperçoit que là, en utilisant la chirurgie robotique, c'est là où il y a le moins de risque de complications. On est à 1,3% de complications grade 3-4 contre 6,2% en célioscopie ou 4% en chirurgie ouverte. Alors à l'hôpital Henri Mondor, notre vocation, c'est l'enseignement, mais c'est aussi l'évaluation de nos résultats. Et je souhaite vraiment remercier Laurent Salomon, le professeur Laurent Salomon, qui réalise un travail dantesque qui est d'analyser et de colliger toutes les données des patients qui sont opérés dans notre institut, qui collige non seulement les données péropératoires, mais qui aussi assure le suivi des patients en récupérant les questionnaires qui vont nous permettre d'évaluer la sexualité et la continence. Et les données que je vais vous présenter ce soir sont un petit peu très récentes, on ne va pas dire confidentielles, mais presque, puisque nous avons, et il a analysé la différence qu'il y avait entre la chirurgie laparoscopique et la chirurgie robotique, en incluant tous les patients opérés à l'hôpital Henri Mondor et en incluant, c'est important, tous les patients de la learning curve, tous les patients qui potentiellement pouvaient avoir plus de complications parce qu'ils étaient au début de notre expérience. Alors, les données préopératoires sont assez classiques. L'âge moyen de nos patients sont 62 ans dans les deux groupes. Vous voyez que sur la chirurgie laparoscopique, on a quand même 1377 patients. En chirurgie ouverte, 1009 patients. Les BMI 26 et 28 dans les deux cas respectivement. Les stades cliniques sont assez comparables. Les PSA aussi. Les scores de Gleason sont un petit peu plus élevés en chirurgie robotique. C'est lié certainement au fait que les patients opérés par robot sont plus récents et donc ont des tumeurs moins importantes que qu'ils avaient des tumeurs peut-être plus agressives, puisque les patients moins agressifs, on les opère moins. Voilà, donc c'est pour ça qu'on obtient une petite différence en termes de score de Gleason entre la robotique et puis la laparoscopie. Regardons les données péropératoires de l'ensemble de l'expérience. Eh bien, vous voyez qu'en temps opératoire, la laparoscopie nous prenait 176 minutes en moyenne et que sur l'ensemble de la série robotique, incluant tous les opérateurs qui agissent et qui utilisent ce robot, on est à 128 minutes. Les taux de transfusion, 4,6% en laparoscopie, 2,8% lorsqu'on utilise la robotique, donc déjà un gain évident. En termes de durée de conservation de la sonde urinaire, on est un petit peu plus long en chirurgie robotique. C'est lié aussi à un changement de concept, c'est-à-dire qu'avant, on avait tendance à garder le patient jusqu'à l'ablation de la sonde urinaire, alors que maintenant, comme les patients vont bien, qui ont peu de complications, ils sortent, comme je vous disais, dans la majorité des cas à J2 et reviennent une semaine après en consultation pour enlever la sonde. Et donc, logiquement, la durée de sondage est plus élevée, mais la durée d'hospitalisation est plus courte, comme vous le voyez sur ce schéma. En termes de complications médicales, on est sur des taux à peu près équivalents entre la laparoscopie et la chirurgie robotique, probablement liés au learning curve des deux techniques qui sont inclus, parce que quand on regarde les complications que nous avons maintenant, elles sont moindres que les taux présentés ici.
Complications de l'anastomose, pourquoi on a voulu regarder ce point précis? Eh bien parce que la chirurgie robotique permet une suture extrêmement fine, extrêmement précise de l'anastomose entre la vessie et l'urètre. Et nous avons voulu regarder s'il y avait plus ou moins de complications entre la voie cœlioscopique et la voie robotique. Certes, le suivi des patients est plus court en voie robotique, puisque je vous disais que c'est des patients plus récents, mais par contre en celluliochirurgie, on a un suivi extrêmement long de 69 mois. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien qu'on a moins de fuite anastomotique par voie robotique par rapport à la cœlioscopie, qu'on a moins de rétention urinaire en voie laparoscopique par rapport à la chirurgie. Ça s'était lié simplement au fait que les patients qui étaient opérés par voie laparoscopique, on avait comme objectif de les faire sortir sans sonde urinaire, donc on avait tendance à enlever la sonde très précocement, ce qui entraînait parfois des rétentions, donc on est obligé de recathétériser, ce qu'on n'a plus du tout avec la chirurgie robotique, puisqu'on fait partir les patients avec leur sonde. En termes de sténose de l'anastomose, eh bien là, le taux est quand même intéressant, puisque vous voyez qu'il n'y a que 0,7% de sténose de l'anastomose en chirurgie robotique contre 1,3%